Bonjour à tous. 25%, c'est le pourcentage des femmes qui continuent à boire de l'alcool lorsqu'elles sont enceintes. Ce chiffre nous a beaucoup fait réagir à la rédaction et nous avons voulu nous intéresser aux conséquences de cette consommation d'alcool pendant la grossesse. Bonjour Guy Jonathan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu accompagné de votre maman, Anne-Marie, votre mère adoptive. Voilà. Comment réagissez-vous, vous, à ce que nous venons d'entendre? Vous avez trouvé très attentif à ce reportage? Oui, très, très touché aussi, parce que oui, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est un syndrome qui est peu connu. Donc c'est vrai que j'aimerais bien faire passer le message de ne pas boire d'alcool pendant la grossesse, en fait. Alors vous-même, vous en avez été victime, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Quelles sont les conséquences de l'alcoolisme de votre mère biologique sur votre vie, sur votre santé aujourd'hui? Alors tout déjà, il y a l'isolement. L'isolement, le manque de concentration, le manque de confiance en soi. Plein de trucs. Et puis dans la tête, on a beau avoir, on croit avoir 27 ans comme aujourd'hui. Et en fait, on n'en a que facilement 15, voire 14. Donc c'est déjà, c'est énorme. Oui. Pourquoi 13 ou 14? Ça se traduit comment je peux avoir une conversation avec, je peux pas avoir des conversations avec, on va dire, des adultes. Voilà, des adultes. J'ai plus comment dire? Pourtant, là, moi, j'ai l'impression d'avoir un adulte. Oui, mais pourquoi il y a un parce que j'ai bien été suivie aussi par le corps médical et par aussi des orthophonistes, tout ça. Parce que c'est un problème de concentration, d'attention. Oui, et à un moment donné, votre attention se dérobe. Voilà, concentration, mémorisation, et puis manque aussi de confiance en soi. Dont j'ai fait équipe d'une équipe de football en équipe, et c'est vrai que voilà, on perd vite confiance en soi, oui, et puis des règles de, oui. Voilà. Je vois votre maman rigoler. Pourquoi vous riez? Je souris, oui, parce que justement, ça prouve bien qu'il n'arrive pas à suivre une conversation, à tenir une conversation. Il va passer du coq à l'âne, il ne va pas... Parce que là, c'est le cas en parlant de l'équipe de foot? Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que je n'ai pas vu le lien. C'est parce que vous avez pris confiance vivre en équipe, jouant dans l'équipe, on est vite mis à l'écart. Voilà, c'est ça que je voulais dire, oui. D'accord, c'est ça. Oui. Non, c'est plutôt là, dans ces moments-là, qu'il se rend compte qu'il n'est pas comme les autres et qu'il est toujours mis à l'écart. Il est isolé, toujours, voilà. Ah, je croyais que vous me disiez que vous aviez pris confiance en vous en jouant dans une équipe de foot. Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire, oui. C'est le contraire. C'est le contraire, oui. D'accord. Oui. Donc on a un exemple du fait que votre esprit ne parvient pas forcément à exprimer ce que vous avez à dire. Exactement. Vous avez cette lucidité de vous en rendre compte sur le moment? Par exemple, quand vous me parlez de l'équipe de foot, est-ce que vous vous dites, c'est pas ce que je voulais dire? Oui, le cerveau, j'ai l'impression que le cerveau n'intègre pas ce que... Oui, voilà. Oui. Et alors, ça, c'est la conséquence d'une consommation d'alcool pendant la grossesse de votre mère biologique? Oui, voilà, oui. Une grosse erreur de sa part, je pense, parce que bon, ça m'empêche beaucoup de choses dans ma vie. Dont le permis que je ne pourrais pas passer. Et puis d'autres, les études aussi. Les études que moi j'aurais voulu être un petit peu comme tout le monde. Et avoir un métier où vraiment je me levais le matin et puis voilà. Et là je me sens un petit peu mis à l'écart au niveau de ça, quoi. Est-ce que vous éprouvez de la rancœur par rapport à cette maman biologique? Ah oui, énormément. Après, je pense qu'on ne peut pas l'être sans savoir la cause. Je pense que je peux lui en vouloir, mais en même temps, j'ai aussi un truc à dire, c'est aussi passer le message de dire, est-ce que si elle buvait de l'alcool, est-ce que c'est qu'elle n'était pas bien dans sa peau, c'est qu'elle avait des problèmes? On ne peut pas juger une personne qui boit de l'alcool sans savoir les causes. Les causes, peut-être une dépression ou un... Voilà. En tout cas, je trouve ce raisonnement très fondé. Merci d'être là, en tout cas, et de nous éclairer sur ce sujet dont on parle peu, c'est vrai. Et pour encore mieux nous éclairer, deux spécialistes sont là aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Laurent Carilla, psychiatre spécialisé en addictologie, et le docteur Darty Guenave, pour la première fois sur ce plateau. Vous êtes médecin de santé publique de formation pédiatrique. Vous êtes tous les deux intéressés de près à l'exposition prénatale à l'alcool. Comment réagissez-vous aux témoignages que nous avons recueillis et à ce chiffre? Un quart des femmes enceintes
consomment de l'alcool. Le chiffre n'est pas étonnant déjà, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont exposées à l'alcool. Il y a au moins 600 000 femmes déjà exposées de manière générale à l'alcool. Il y a aussi un truc du lobby alcoolier, quand même, il faut le dire, que les femmes sont une cible spécifique, en plus des jeunes. Il y a le phénomène de binge drinking, où on boit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on peut avoir des grossesses non désirées, on peut aussi avoir des grossesses et boire. Ça, c'est vraiment un point important. Et quand on dit des femmes enceintes qui consomment de l'alcool, moi je me souviens avoir continué à boire un verre de vin à midi ou le soir. Qu'est-ce qu'on entend par consommer de l'alcool avec des conséquences dramatiques ? On conçoit, pendant la grossesse, là, ce serait 0 alcool pendant la grossesse. C'est le message Vraiment à faire passer. Ouais. Ouais, c'est 0 alcool. Ouais. Il y a eu des petites études avec les Danois qui ont fait des études sur des petites consommations d'alcool, mais je pense qu'il faut rester sur 0 alcool pendant la grossesse, dès le début de la grossesse, jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce syndrome d'alcoolisation fœtale ? C'est un fléau, c'est un fléau qui est méconnu. C'est une cause d'handicap mentale et d'inadaptation sociale non génétique qu'on pourrait éviter absolument. Donc c'est vraiment une cause importante. Et c'est un syndrome qui associe différentes manifestations. Il y a un retard de croissance sur le poids, la taille, il y a un retard, il peut y avoir un retard mental, il peut y avoir des anomalies cérébrales, il y a des anomalies physiques qu'on appelle des anomalies qui touchent les paupières, la lèvre, le sillon naso-labial. Et il y a des troubles de l'adaptation et des troubles justement cognitifs, comme disait Guy Jonathan, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, la concentration, la prise de décision, par exemple. Vous n'avez pas de manifestation physique ? Ça ne se voit pas physiquement ? Non. Ouais. Ça ne se voit pas, non. C'est peut-être encore pire à vivre, Oui, voilà, d'ailleurs. c'est ce que, voilà, oui, absolument, c'est très très dur à vivre, oui. Eh oui, Oui. parce que ça vous isole encore plus. C'est un handicap c'est un handicap invisible. On appelle ça le handicap invisible et pour moi, voilà. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Simplement, ce que vient de dire à l'instant notre ami Guy, c'est que c'est un handicap invisible, Ouais. un handicap caché. Voilà, qui ne se voit pas, donc oui. Mais qui pose encore plus de problèmes en société. Voilà, bien sûr, justement, parce qu'on qu'il est croit être invisible. comme tout le monde et malheureusement, Alors, docteur Dartigue-Nave, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? À partir de combien de verres expose-t-on le fœtus à des risques, d'après ce que disait docteur Alors, Carilla, tout de suite, manifestement. Oui, à partir de combien de verres, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Comme l'a dit le docteur Carilla, en fait, il ne faut pas boire. C'est vraiment 0 alcool pendant la grossesse. Et c'est très difficile de dire combien de verres parce que, d'abord, ça va dépendre du stade de la grossesse. Ça va dépendre si ça se passe au début ou à la fin. Mais à tous les stades, c'est dangereux. À tous les stades, l'alcool est tératogène et en premier lieu pour le cerveau. À quel moment est-ce qu'il y a quand même une période où il est encore plus dangereux ? Alors oui, Dans les je voulais premiers mois. juste rajouter qu'il y a un autre point, c'est qu'il y a une susceptibilité individuelle d'une femme à l'autre. C'est-à-dire que toutes les femmes ne sont pas au même stade face à l'alcool. Une femme menue, petite, etc., sera plus exposée qu'une femme grande, costaud. Donc déjà, d'une femme à l'autre, et puis il y a des facteurs génétiques qui jouent d'une femme à l'autre. Mais est-ce qu'il y a des mois plus délicats ? Alors, selon les stades de la grossesse, l'alcool va avoir des effets différents. Au tout début de la grossesse, le bébé n'est encore qu'un embryon, puis un fœtus. Et il devient un fœtus à partir de 2-3 mois. Au stade où il est encore un embryon, se développe la formation des organes, ce qu'on appelle l'organogénèse, la formation du cœur, la formation des reins, du cerveau, etc. À ce stade-là, comme l'a dit le docteur Carillas, l'alcool va jouer sur la formation de ces organes et avoir un risque malformatif sur le visage, sur le cerveau, sur le cœur, le squelette également, les os. Plus tard, ça va jouer davantage sur les aspects neurologiques. Et ce qu'a très bien expliqué Guy Jonathan, ça va lui donner une sorte de désordre dans sa tête, des troubles de la coordination, enfin des troubles divers qu'on va, je pense, détailler après. Qu'est-ce que vous savez, Guy Jonathan, de l'histoire de votre naissance ? J'étais donc ma génitrice buvait de l'alcool, que j'étais entre guillemets enlevé par on va dire un petit peu la justice, comme voilà. Et j'ai été placé en pouponnière par la suite, dont j'ai été par la suite adopté. Je pense
que bon, dans mon, comment dire, je trouve, Tu veux dire ton malheur? dans mon malheur, voilà, j'ai eu quand même du bonheur par derrière. Oui. D'avoir été adopté Voilà, par oui. Je pense que une mère adoptive oui, très voilà. aimante. Oui. Justement. Oui. À quel âge, Anne-Marie, avez-vous commencé à prendre conscience que Guy Jonathan était différent des autres enfants? Eh bien, disons, dès qu'il était bébé, parce que j'ai bien vu, vous savez, qu'il, comment vous dire, qu'il regardait autrement, qu'il avait déjà un peu de retard, vous savez, dans son évolution. Mais j'ai vraiment pris conscience, c'est quand il est allé à l'école maternelle, par rapport aux autres enfants, dans ses dessins, dans son comportement. Et puis, même déjà à l'école maternelle, il était quand même toujours mis à l'écart. Il ne participait pas beaucoup, il ne s'investissait pas beaucoup parce que il était déjà différent. Il avait des stigmates physiques? Oui, au tout début, oui, c'était le problème de la lèvre, voilà. Et puis les yeux, vous savez, un peu en amande, quoi. Ouais, les fentes palpébrales un peu. Oui, voilà. Donc, Et le puis il problème était de la lèvre, menu. c'est quoi le problème de la lèvre? Alors, on le voit très très bien sur le schéma d'ailleurs. Il s'agit d'une lèvre supérieure mince, c'est-à-dire qu'on ne voit pas bien la partie rosée qui se trouve au niveau de la lèvre supérieure. Et puis disparition de la petite gouttière qui se trouve au-dessus, cette petite gouttière que nous avons au-dessus de la lèvre supérieure, et des fentes palpébrales étroites, c'est-à-dire des yeux un petit peu plus étroits. C'est un médecin français, Paul Lemoine, qui a pour la première fois décrit le syndrome d'alcoolisation fœtale à Nantes, dans une pouponnière à Nantes. Et puis, il a publié cette étude, mais qui n'a eu aucun écho. Et 5 ans plus tard, ce sont 2 Américains qui ont redécrit ce syndrome. Et c'est comme ça que ça a enfin pris un petit peu d'ampleur. Mais ça, c'était en 1973. Ah oui, donc il n'y a pas longtemps. Et le pictogramme sur les bouteilles, ça date de quand? Ça date de 2006, le pictogramme sur les bouteilles. Mais vous avez remarqué qu'il est très il est souvent... immense, hein. Là, il est très immense. grand. Sur les bouteilles, il est minus. Hein. Il est absolument minuscule sur les bouteilles. Il doit être placé, selon un arrêté très précis du ministère de la Santé, il doit être placé dans le champ de vision du degré d'alcool que contient la bouteille, ou le contenant. Mais il est effectivement très petit. Norbert. Bonjour Norbert. Oh. Alors Norbert, votre fille Maëva a 8 ans et elle aussi a été exposée à l'alcool lorsqu'elle était dans le ventre de sa maman. Est-ce que vous retrouvez chez elle les particularités physiques que nous venons d'évoquer? Bien sûr, beaucoup. Énormément. Quoi par exemple? C'est les laits, comme on a expliqué. Et surtout, ce qui est beaucoup plus frappant, son handicap caché, mais là, la partie visible de ce handicap, c'est une petite mâchoire. Elle ne peut pas mâcher un steak, par exemple, un morceau de steak, il faut que tout soit gâché. Elle a beaucoup de difficultés à déglutir. Elle est très maigre. Elle faisait 10 kilos à 4 ans, elle en fait 20 au jour d'aujourd'hui. Alors, vous avez rencontré la maman de Maëva en 2006. Votre relation a duré combien de temps? C'était, on va dire, passager. Très, très court. Elle est tombée enceinte, manifestement. Voilà. Vous l'avez su quand? Au bout du 2e mois, je pense, 3e mois. Mais comme c'était dans un cadre d'avoir apporté du travail, etc., donc il y avait des visites régulières, il y avait on me donnait des nouvelles, mais on ne pouvait pas vous opposer. Et puis d'abord, il fallait connaître l'histoire aussi. Mais il fallait connaître vous l'addiction. n'étiez plus avec Non, elle? pas du tout. D'accord. Mais bon, quand on vous annonce ça, voilà, vous pouvez dire quelque chose. Elle a Là, en souhaité l'occurrence, garder cet enfant? Elle a souhaité le garder. Vous saviez qu'elle avait des problèmes avec l'alcool? Non, oui, elle faisait la fête comme beaucoup de jeunes, mais de là à dire que c'était une addictologie, non, c'est pas... Est-ce que vous avez été présent pendant sa grossesse? Elle avait un compagnon, donc vous n'êtes pas... En fait, elle voulait garder cet enfant, mais sans que vous Bien sûr. soyez Voilà. dans sa vie. Exactement. C'est ça, l'histoire. Et puis Maëva est née le 16 avril 2007. Est-ce que vous êtes allé voir votre fille à la Je maternité? l'ai su le 2e jour, donc je suis allé, admettons que j'ai reçu le texto à 10h, à 11h j'étais sur place.
Vous l'avez trouvée... Ah bah c'était une petite fille, un petit bébé, un peu petite, mais c'était un petit bébé. Est-ce que vous n'aviez pas d'inquiétude particulière Non, concernant son parce état de que santé? ce syndrome de l'alcoolisation fétale, comme beaucoup, on ne le connaît pas en fait. On en a entendu parler, on sait que... Oui, et puis en plus, vous ne vous doutiez pas forcément que Non. sa maman buvait. Voilà. Alors, durant les premiers mois, vous lui avez rendu visite à quelle fréquence? Alors, je ne rendais pas visite, c'était dans le cadre d'un parc, c'était dans le cadre d'une promenade, de pouvoir la changer, enfin. Et après, j'étais un papa où est-ce qu'on acceptait que je la prenne le week-end. Donc là, c'était beaucoup plus facile de gérer un bébé. Et voilà. Mais on voyait rien. Et puis en septembre 2011, les services quelques sociaux mois. vous ont contacté. Une assistante sociale, une infirmière de la PMI de la ville du Havre m'ont contacté en me disant s'ils pouvaient venir me voir. C'était une question d'urgence. Bon, ils sont venus me voir et ils m'ont parlé que la maman était venue les voir un lundi matin pour placer l'enfant. Parce que à 4 ans, la partie côté nerveux, etc., cognitif, commençait à ressortir. Il y avait des oppositions maman et l'enfant, sans savoir naturellement pourquoi. Et là, d'un seul coup, j'apprends qu'elle veut placer l'enfant. Et que Maëva, à l'école, elle ne parlait pas beaucoup, mais elle a su dire Papa Norbert. À partir de là, tout le monde s'est renseigné. Une des sœurs de la maman de Maëva a donné mon numéro de téléphone pour que je puisse être contacté. Et à partir de là, j'avais, allez, on va dire 5 minutes pour réfléchir. Et quel a été le fruit de votre réflexion? Bah, sachant que vous aviez une vie normale derrière, vous fermez la page du livre. C'était quoi votre vie normale? Vous aviez quelqu'un dans votre J'étais vie? dans une vie établie. Avec des enfants? Mes enfants sont grands. J'avais une vie de couple établie. Et là, il fallait fermer le livre. Et comment expliquer tout ça? Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous partez et voilà. Et à partir de là, j'ai demandé à un moment de m'héberger. Vous aviez une vie de couple établie antérieure aux 4 ans de Maëva. Voilà. Je comprends bien. C'est ça. Voilà. Donc il y a eu un petit écart. Voilà. C'était une soirée et voilà. C'est pas destiné. L'alcool, voilà, c'est pas uniquement un problème d'alcoolisation fétale, c'est aussi un problème où on est censé faire des sottises. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé? Donc, de m'occuper de Maëva. Donc, le livre était fermé très vite. J'ai demandé à un moment de m'héberger pendant 2 ou 3 mois, le temps de trouver un appartement. Et après, de s'occuper de Maëva à plein temps. Parce que plus ça allait, plus on voyait que l'enfant avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Mais à ce moment-là, vous ne saviez pas que cette enfant était différente? Non. Je ne l'ai su que. Alors, quand au mois de septembre, j'ai fait la rentrée scolaire, j'ai été voir le CAMS qui gérait. Parce que Maëva a été diagnostiquée à l'âge de 27 mois. Et par le docteur Chabrol qui a fait des travaux aussi sur l'alcoolisation fétale. Et Or, vous l'avez eu avec vous à quel... à 4 ans. Oui, donc après. Mais après. Donc elle avait déjà été diagnostiquée. Bien sûr. Mais personne ne vous l'a dit. Personne ne me l'a dit. Et la maman était dans le déni. Pourquoi on ne vous l'a pas dit? Parce que il y avait aussi un problème de reconnaître l'enfant. Ouais. La maman avait donné le nom à un compagnon de passage. D'un compagnon de passage. Donc après, quand cette personne s'est rendue compte de la bêtise qu'il avait fait, il y a un jugement en renonciation de paternité qui a été fait. Le temps que ça arrive à l'état civil, etc. Donc je n'ai pu la reconnaître qu'en mars 2012. Combien de temps après l'avoir prise avec vous? Septembre 2011, mars 2012. Est-ce que vous l'auriez reconnue bien qu'en sachant qu'elle était différente? Bien sûr. L'enfant n'y est pas rien. C'est une enfant qui, lorsque je m'en occupais le week-end, de bébé jusqu'à ses 4 ans, on voyait bien qu'il y avait que c'était une enfant qui avait besoin qu'on s'occupe d'elle, qui avait besoin de beaucoup de tendresse, de beaucoup d'affection. Il fallait qu'elle s'éveille aussi, parce que elle avait déjà des problèmes de poids, elle avait des problèmes pas de croissance, parce qu'elle grandit à peu près bien. La croissance, pour grandir, elle est impeccable. La croissance du poids n'est pas bonne du tout. Après, j'ai appris ce que c'était que le périmètre crânien, donc... Est-ce que vous en avez voulu à sa mère biologique? Non, parce que je l'ai appris tard. Et au moment de l'apprendre, le mot SAF, j'ai cherché à savoir ce que c'était sur Internet. Donc on a fait un tas de recherches. En fait, vous devenez un demi-médecin, parce que vous savez déjà, vous connaissez les conséquences. Quand on m'a dit, en mars 2012, maintenant que vous avez reconnu votre fille, je peux vous le dire, ma première réaction au CAMS, c'était de dire, mais vous avez fait quoi? Ah ben on fait des séances d'orthophonistes, d'accord? On fait des séances d'1 heure avec des enfants qui avaient des troubles cognitifs très très importants, très lourds. Et des enfants comme Maëva, s'il y a de la nervosité, il y a de la brutalité, s'il y a des choses comme ça,
elle le retransmet, elle l'intègre en elle et elle le redonne aux autres. Donc elle devient méchante. Donc j'ai demandé, on m'a regardé de travers en me disant mais de quoi il se mêle celui-ci? C'est une autre façon de soigner. Non, il faut savoir que le CORMS, ils font un très bon boulot, mais ils intègrent Quoi, pardon? Le CORMS, C'est quoi? c'est une unité médicale qui s'occupe de beaucoup de handicaps, des troubles du comportement, de l'attention. Ça veut dire centre d'action médico-sociale précoce. Ce sont des centres spécialisés réservés aux enfants de 0 à 6 ans, financés par la CNAM et le Conseil général, enfin donc tout à fait accessibles et gratuits, et qui prennent en charge, avec des équipes pluridisciplinaires d'orthophonistes, psychologues, psychomotriciens, qui prennent en charge les enfants porteurs de différents troubles visuels, auditifs ou mentaux. Parce que dans ces troubles, Maëva, non seulement il y a des troubles visuels, des troubles auditifs, des troubles du comportement, donc le CORMS l'a classé dans une catégorie. Or, le syndrome de l'alcoolisation fœtale et les enfants qui y sont touchés, il faut les mettre à part. On ne peut pas mettre tout le monde en ensemble groupé. Chacun a sa spécificité. C'est un spécialiste, hein. On se demande qu'on a invité deux experts. Tout le monde ne sera pas. Je vais vous laisser ma place. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. Non, mais en fait, on se rend bien compte que dans ce type de pathologie finalement très méconnue, les parents doivent devenir complètement actifs dans la prise en charge de leur enfant. Souvent, c'est un mécanisme en plus défensif. Je veux dire, il y a des enfants, il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, surtout avec Internet. Il faut faire attention à Internet et au forum parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent plus déprimer qu'autre chose. Je crois qu'il faut être prudent. C'est important de le dire aussi. Ouais, c'est important. Non, on peut faire des recherches, mais il faut avoir du recul, puis il faut toujours se faire accompagner par les médecins. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Chabrol, j'ai eu la chance de rencontrer son successeur, le docteur Bruel, avec le service néonat de l'hôpital Monod du Havre, où est-ce qu'il y a étant donné que le CMPP ne voulait pas s'occuper de Maëva, ce sont des gens qui ont pris les choses en main et puis qui se sont occupés de nous, quoi, parce que Maëva a besoin d'être accompagnée notamment par une psychologue. Et oui, toutes les recherches qu'on fait, mais en fait, moi, ce que je cherche, c'est d'avoir le meilleur pour ma fille. C'est qu'on ne peut pas la laisser tomber. Anne-Marie? Moi, je n'ai pas eu cette chance, entre guillemets, de connaître Internet, puisque de son temps, ça n'existait pas. Donc, j'étais toute seule, avec bien sûr mon mari. On était seuls à nous battre pour faire le maximum pour Guy Jonathan. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, ça a commencé, disons, quand il a été vraiment à nous, qu'il a été adopté. Parce qu'avant, il dépendait de la DAS, maintenant, nouvellement, l'ASE, quoi. Donc, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Mais une fois qu'il a été adopté, ça a été aussi le parcours du combattant. Ça a été l'orthophoniste, le rééducateur, des cours privés à la maison, parce que on ne parlait pas du SAF. Je voyais bien, comme je vous disais tout à l'heure, que mon enfant avait des retards, mais je pensais qu'en le stimulant, c'est ce qu'on me disait, que ses neurones allaient, vous voyez, qu'il allait récupérer des neurones. Et non, je me suis rendu compte avec le temps que tout ce qu'on a pu faire, eh bien, c'était quand même peine perdue. En plus de ça, il a, comme disait Norbert, sa petite fille réagit par des crises de colère, mais moi, mon Guy Jonathan réagit par des crises, des pulsions autodestructrices. Donc, il se blesse vraiment les poignets ou alors il se tape la tête contre le mur jusqu'à temps qu'il saigne, lorsqu'il est vraiment très, très angoissé, qu'il me fait une crise d'angoisse carabinée. Est-ce que vous en voulez à la maman biologique? Eh bien, disons que, certes, quelque part, oui, parce que je vais vous dire, moi, je suis sa maman. Parce que pour Guy Jonathan, oui, elle, c'était sa mère et moi, je suis la maman. Donc, moi, la maman, j'élève Guy Jonathan, je vois mon enfant souffrir. Je vois mon enfant qui est malheureux et qu'il ne pourra jamais guérir, disons. Donc, je lui en veux parce qu'elle a provoqué cet handicap. Ce n'est pas une erreur de la nature, c'est un handicap vraiment volontaire. Donc, pour moi, là, je ne suis pas, disons, tolérante. Vous savez, volontaire, elle peut peut-être pas imaginer, par manque d'informations, les conséquences que ça pouvait je pense que avoir. la maman avait aussi une maladie, qui est l'alcoolodépendance, a priori. Certes, docteur, je comprends tout ça, vous savez. Mais je comprends aussi votre réaction en regard de ça. Ouais, c'est ça, vous le dites bien, c'est un handicap qui est évitable. Voilà, c'est ça. C'est le message qu'il faut faire passer maintenant. Voilà, c'est ça.
Alors, en dehors des symptômes, des stigmates, est-ce que ça engendre une pathologie, une dépendance à l'alcool? On dit tout le temps, hein, plus on est exposé précocement à une substance, plus on a un risque de développer une addiction. Ça, c'est un postulat de base. Et ça, heureusement, tous les enfants qui sont touchés par des troubles en lien avec l'alcoolisation fœtale ne deviennent pas forcément dépendants. Mais il y a un risque d'addiction qui est plus élevé. C'est un facteur de risque plus important chez les gens qui ont un syndrome d'alcoolisation fœtale ou des variantes de ce trouble. Pendant la préparation de cette émission, nous nous sommes posé la question de savoir si les Français étaient assez sensibilisés à la question de la consommation de l'alcool pendant la grossesse. Seulement un Français sur 4 est conscient des risques. Nous avons voulu en avoir le cœur net. Et il y a quelques jours, l'une de nos journalistes s'est glissée dans la peau d'une femme enceinte qui consomme de l'alcool à la terrasse d'un café en caméra cachée. Nous avons filmé la réaction des personnes qui l'entourent. À Paris, il est midi. Notre journaliste, équipé d'un faux ventre, se rend dans un premier bar. Qu'est-ce que vous avez comme alcool pas trop fort? Parce que je suis enceinte et... Parfois vous servez de l'alcool. Et là vous êtes bien enceinte, donc c'est chaud. Sur autre chose, mais pas d'alcool. Pas d'alcool? Alors. C'est bien entre une bière et je suis pas sûr que ce soit le meilleur par rapport à la bière. Parce que dans la bière, il y a des féculents, ça tient le corps. L'alcool, mais aux deux, je choisirais plutôt une bière pour pas manger. Direction un second bar pour voir si on refusera à nouveau de lui servir de l'alcool. Une pinte, s'il vous plaît. Une pinte de bière? Oui. Vous avez une préférence? Une légère. Une légère, d'accord. Merci. On monte dans les degrés d'alcool. Aucun problème pour commander un verre de vin dans un troisième bar. Ça vous choque pas que je boive un verre de... Des fois, il faut se faire plaisir, c'est pas tous les jours. C'est ça, j'en bois pas tous les jours non plus. Mais c'est pas le grand verre assez grand quand on était enceinte. Tu n'étais pas restreint comme moi aujourd'hui. Ah, vous pensez qu'il vaut mieux pas? Je garantis qu'il vaut mieux. Ah, vous pensez que ça peut avoir des effets sur le bébé? Moi je connais des gens qui boivent de la bière enceinte, c'est bien apparemment pour le bébé, mais le vin, je sais pas. Dernier café. Pas de soucis, je pense une pinte, c'est pas dangereux. Merci. Vous avez beaucoup de femmes enceintes? Oui. De toute façon, la bière, c'est quand même pas... En alcool, c'est pas 10 degrés, hein, c'est 5, 4, 5, 6. Allez, je vois pas pourquoi il serait dénaturé, faut exagérer. C'est costaud, mon bouteille, là. La bière par rapport au vin, docteur Carilla? Zéro alcool. Pas de bière, vin, tout. Même de la bière. Whisky, tout, c'est tout pareil. Pas d'alcool. C'est vraiment le message important. Donc c'est pas une question de degré? Non, pas de question de degré, ça rend pas les mômes plus forts, ça permet pas un meilleur allaitement. Il y a plein d'idées reçues sur la bière, etc. Non, zéro. Et puis 9 mois, c'est pas très long tout de même. Est-ce qu'il y a des bébés qui naissent dépendants? Alors, on fait pas le diagnostic de dépendance. Enfin, c'est difficile de dire un diagnostic de dépendance chez le bébé, mais c'est plutôt, il y a des bébés qui naissent avec des conséquences d'intensité variable, et on le voit. Hein. Genre, il n'y a pas forcément le syndrome d'alcoolisation fœtale, il y a aussi des troubles neurologiques mineurs chez les enfants qui s'expriment à un âge plus avancé. On voit de tout. Mais un bébé dépendant, non. Un bébé de mère dépendante... Il n'y a pas des bébés qui naissent en tremblant parce qu'ils sont, avec les en manque de ça, consommation d'alcool. Plutôt avec les opiacés. Et encore une fois, quand on hospitalise une maman qui est enceinte, enfin une future maman qui est enceinte pour un sevrage en alcool, on prend en compte aussi le tabac, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le tabac. Et il y a aussi chez les plus jeunes femmes, elles sont consommatrices aussi en partie de cannabis. Et ça, alors là, on n'en parle absolument pas. Et cannabis sur un bébé, il y a des effets délétères aussi. Quel genre? Il peut avoir des troubles du comportement à distance, des dépressions pendant l'enfance, et pareil, des troubles du comportement et des apprentissages. Alors Norbert, cela fait 4 ans que vous vous occupez à plein temps de votre petite Maëva. Comment ont évolué ces troubles depuis ces dernières années? Alors les troubles, ils iront toujours malheureusement en augmentant. Parce que Maëva fait partie du diagnostic pratiquement à 100% du syndrome.
Alors, au jour d'aujourd'hui, une psychomotricienne a évalué sur beaucoup de choses un âge mental de 6 ans. Donc, ce qui engendre des difficultés à l'école. Donc, elle a redoublé 2 fois son CP. Après, on s'aperçoit qu'il faut se rendre à l'évidence, elle ne peut pas suivre. Alors, ce qui est paradoxal, elle ne peut pas suivre. Et 3 mois après, il y a des choses qui se déclenchent. Elle ne maîtrisait pas la lecture. À la fin de sa scolarité en CP, pendant les vacances, elle se met à déchiffrer les menus, les consignes dans la piscine, etc. Et soudainement, la lecture est là. Mais elle n'était pas là au moment des C'est-à-dire quoi, il y a des déblocages par palier, comme ça? Par palier, je pense. Ouais. L'écriture, elle ne maîtrisait pas du tout. Elle écrivait comme ça. Et elle sort à une très belle écriture. Ça vous est arrivé aussi comme ça? Oui. En fait, moi, c'est ma belle-sœur qui m'a appris avec un guide qui tenait le crayon et qui m'a appris à déjà faire des vagues, des traits, tout ça, dont j'ai reproduit aussi chez l'orthophoniste, tout ça. Mais sinon, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, oui, je n'aurais pas su écrire, voilà, parce que je tenais mal mon crayon et j'avais des problèmes, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran, là? C'est quoi ce dessin? Alors, c'est un dessin, oui. Je saurais pas quel... C'est son sapin de Noël. Oui. Il avait 8 ans. Quel souvenir vous gardez de cette période scolaire? Vous avez subi de gros traumatismes? Oui. Vous parliez tout à l'heure de mise à l'écart. Oui, voilà, mise à l'écart, beaucoup. Et puis, après, j'ai eu des beaux moments, c'était au lycée. Voilà, où là, j'ai pu reprendre un petit peu dans la bonne voie, on va dire. Mais vous avez subi aussi des agressions? Oui, bien sûr. Oui, j'étais, complètement. J'étais tapé à la récré, tout ça. Je suis quelqu'un d'affectif, donc c'est vrai qu'après, quand je disais bonjour au professeur, tout ça, après je me faisais taper parce que il fallait pas dire bonjour, tout ça. Je suis très sociable aussi, très ouvert à tout le monde, donc forcément je me fais après. C'est pas voilà quoi. Je me fais c'est pas, on sait pas sur quoi se baser. En fait. Vous êtes fait des amis pendant toute cette période de l'adolescence? Au lycée surtout. Au lycée, il y avait, au lycée, mais sinon auparavant non. Puis certains voisins, dont un qui vient me voir, voilà. Mais sinon non, les autres font leur vie. Et je pense que depuis qu'ils ont su que j'ai eu un handicap invisible. M'ont un petit peu mis complètement à l'écart, quoi. Ça c'est troublant, quoi. Là, vous n'étiez jamais invité aux anniversaires? Non, en fait, j'étais invité, mais on n'avait pas de conversation avec moi. Voilà, non. Pour moi, on ne pouvait pas tenir une conversation. Non. C'est terrible que ça se traduise non seulement par une mise à l'écart, mais aussi par des agressions, des moqueries, des humiliations. Il y a les interactions sociales qui sont très touchées, avec un petit enfant qui est un peu touché physiquement, psychiquement, etc. Donc on voit que c'est toujours extrêmement compliqué dans la communauté des enfants on marque tout de suite, on stigmatise tout de suite. Tu es un peu différent, donc tu vas pas jouer avec nous. Et ça se voit maintenant même qu'on ait un handicap ou pas. Je veux dire, il y a des choses chez les enfants qui font qu'on stigmatise de temps en temps, quoi. Alors, c'est finalement, on vous a diagnostiqué très tard, finalement, oui. Seulement vers l'âge de 15 ans. 15 ans, oui. C'est ça. Ça a été un soulagement que l'on pose un diagnostic sur ces différences? Moi, oui, parce que moi, ça m'a fait un soulagement parce que j'ai pu au moins savoir pourquoi j'étais différent par rapport aux autres. Et voilà, m'identifier un petit peu. Mais c'est vrai que oui, c'est un moment très dur. C'est vrai que dès qu'on parle du mot handicap, il ne faut pas oublier que le handicap, ce n'est pas forcément une personne en fauteuil roulante. C'est aussi bien physique, tout ça. Donc, et nous, ce qui se ressent un petit peu, c'est qu'entre handicapés, on se comprend. Donc, on a quand même des amis, tout ça, mais c'est des personnes qui ont un handicap, quoi. Mais vous savez, Guy Jonathan vous a parlé, oui, d'agression verbale, physique. Voilà. Il a été racketté parce que pour Guy Jonathan, tout le monde est beau et gentil. Il marche à l'affectif. Il a la mémoire, l'intelligence et la mémoire du cœur. Mais donc, de ce fait, il est toujours vulnérable. Toujours, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut insister sur ce point. C'est la difficulté du diagnostic, c'est qu'il n'existe pas de test diagnostic, biologique, radiologique ou autre qui permettrait de dire de façon certaine que l'enfant est porteur de troubles causés par l'alcoolisation fétale. En fait, c'est un faisceau d'arguments qui est la notion ou pas
d'alcool pendant la grossesse. Et ensuite, alors un des premiers grands signes, on l'a dit, c'est le retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire petit poids, petite taille, petit périmètre crânien de naissance. C'est ça qui va déjà en grande partie signer les choses. Et une croissance lente, à -2 déviation standard pendant toute la petite enfance, qui va rester. Et ensuite, schématiquement, ou on peut le dire plus tard si vous voulez, mais schématiquement, il y a 3 types de signes. Il y a d'une part un retard, ce qu'on appelle un retard de développement psychomoteur, c'est-à-dire des premières acquisitions, difficultés à la marche, difficultés de langage, par des troubles de coordination. Anne-Marie racontait bien la difficulté de Guy Jonathan à placer des pièces de puzzle, un puzzle assez simple. Donc, toutes ces difficultés à la maison, habillage, troubles de la coordination, voilà, des choses qui vont être visibles à la maison. Ensuite, à l'école, il va y avoir les troubles des apprentissages. Donc, vous l'avez tous dit aussi, troubles de... Alors là, on passe au langage écrit, donc écriture, lecture, avec heureusement, mais vous l'avez dit aussi, une progression. Il faut être positif parce qu'il y a des progressions par palier. Tout d'un coup, ça se débloque, les neurones se réajustent et ça repart. Et puis, donc, difficulté de mémorisation, Guy Jonathan l'a dit, difficulté d'attention, troubles de l'attention, troubles de la concentration, perception de l'espace et du temps, ces difficultés. Et alors le 3e type, c'est des troubles du comportement, avec une hyperactivité, c'est des enfants qui bougent beaucoup, impulsivité, Norbert l'a dit, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'ils sont, pour cette raison, ces enfants vont être un petit peu gênants en classe et la maîtresse va trouver ça difficile à gérer. Mais par exemple, on ne peut avoir que ce syndrome-là, que ce symptôme-là. Qui donne ces signes-là ? Non, il y a d'autres. Non, mais par exemple, on peut souffrir d'alcoolisation pendant la grossesse et n'avoir pour conséquence qu'une hyperactivité, ou en général, ce sont des symptômes groupés. Il y a des tas de variantes. L'ensemble des troubles n'est pas toujours présent. Certains types de troubles vont être plus marqués que d'autres. Voilà. Et notamment dans le premier témoignage, elle disait... Non, mais par exemple, l'hyperactivité, ça se voit assez fréquemment chez les enfants, donc on peut se dire que... Dans l'hyperactivité, il y a plein de causes d'hyperactivité. Il y a d'autres causes. Il y a 4% d'enfants hyperactifs, avec des tas d'autres causes, dont le tabac d'ailleurs, et d'autres causes génétiques. Mais en général, quand il s'agit d'un syndrome d'alcoolisation fœtale, l'hyperactivité est doublée d'autres symptômes. Oui. L'hyperactivité est doublée d'autres troubles du comportement. Par exemple, des troubles d'opposition, d'impulsivité. Un enfant qui se met en danger, qui va se mettre au milieu de la rue, alors qu'il sait, enfin, il sait plus ou moins, il sait qu'il y a des voitures qui peuvent être dangereuses. Donc, des troubles comme ça qui vont être difficiles. Et l'ensemble de ces 3 types de troubles, et puis des troubles de compréhension des codes de vie en société aussi. Mais ces 3 types de troubles, ensuite, vont avoir, comme on l'a dit, il va y avoir aussi des troubles secondaires. C'est-à-dire que, Guy Jonathan l'a très bien décrit, tout cela va entraîner une mésestime de soi, une difficulté à l'école, des enfants qui sont souvent stigmatisés, et donc des troubles secondaires qui vont être à type d'échec scolaire et donc de surhandicap. Et c'est vraiment là qu'il faut les aider, pour ne pas avoir ces troubles secondaires. Alors, puisqu'on parle d'école, vous, Guy Jonathan, après le diagnostic, vous avez été placé dans une école spécialisée ? Oui, j'étais en SECPA. Et après, Tu étais en lycée professionnel, voilà, oui. Ça se passait mieux, là? Vous vous êtes Oui, fait au lycée professionnel, oui, beaucoup mieux, oui. Bon, j'étais dans une classe de filles, donc... mais c'est vrai que... non, c'était... Dans quoi? C'est plus sympa ou... Dans le nettoyage, et puis j'étais dans le nettoyage, et oui... nettoyage des locaux et j'étais plus avec des filles, donc les filles me comprenaient plus. Voilà, j'avais plus de. Ça peut être sympa d'être avec oui. filles en plus. Oui, c'est ça. Oui, non, mais j'étais considéré un petit peu comme le petit frère, donc voilà, je pouvais et jamais comme le petit copain? Vous n'êtes pas tombé amoureux? Oh non, mais j'aurais bien voulu, mais non. Non, c'est. Vous auriez bien voulu? Oui, parce que bon, elle me comprenait, c'est vrai que voilà, c'est. Non, mais puisque vous disiez que vous étiez très, très affectif. Oui, voilà, oui. Vous devez avoir des sentiments faciles. Beaucoup trop peut-être, mais oui. Ah, oui. Envers certaines personnes, mais c'est vrai que
Est-ce que c'est... on ne sait pas comment se baser sur ça, quoi. Je veux dire, moi, j'étais appris comme ça. Et c'est vrai que non, après, on peut pas devenir méchant. C'est comme dire policier, dis donc, tu me dis bonjour, alors que... J'ai fait, vous savez, je suis appris comme ça, mais Qu'est-ce qui vous dit ça? un policier dans la rue. Ils sont pas habitués. Ouais, ils sont pas habitués. Donc un petit peu après, ils savent pas ils m'ont dit, disons, voilà, ils ont tellement l'habitude, voilà, qu'on leur dise, voilà, que. Donc après, on ne sait pas comment réagir. C'est vrai, être méchant, on peut pas devenir méchant quand on est gentil. Bah, non. Vous avez déjà une petite copine? Non. Je m'occupe déjà de mon problème. J'essaye de comprendre vraiment ce que c'est. Je m'intéresse beaucoup à. Comme maintenant il y a Internet, au SAF, tout ça, dont j'ai connu la vice-présidente par un réseau social. Mais c'est vrai que ça a pu... je m'occupe déjà de ça et après on verra. Voilà. Ouais, parce qu'en grandissant, vos troubles se multiplient. Oui, bien sûr. Vous avez aujourd'hui des troubles du comportement, ce qu'on appelle des TOC. Oui. Qui se traduisent comment? Alors ça a commencé donc par les enrouleurs du volet. Donc il fallait qu'ils soient posés, il fallait qu'ils touchent le mur. S'ils étaient droits, il fallait les plaquer contre le mur. On a découvert, mes parents ont découvert, mon père était encore là, ils ont découvert que j'avais déjà, je le faisais plusieurs fois dans la journée. Je rentrais, paf, il fallait que ça soit collé. Bon, maman m'a dit, voilà. Et après, on en a résumé. Donc ça, après, c'est venu par la douche, tout ça. La douche, c'est quoi? Alors la douche, il faut que je sois lavé, mais entièrement, quoi. Il faut que... Ce qu'il veut dire, c'est que, vous savez, il a... lorsque ces tocs ont commencé, c'était tout le flacon de gel douche qui devait y passer. Parce que son corps devait se mousser, être le rasage, recouvert pareil, de mousse. Voilà. Le rasage, pareil, il fallait que ça soit... voilà, c'est même problématique parce qu'on se blesse, on se coupe, tout ça. Et après, quand on se voit dans la glace, on se dit, oh là là, c'est... Le rasage, c'était plusieurs fois par jour? Oui, c'est encore. C'est encore à l'heure actuelle. C'est vrai que si j'ai pas un bon rasoir, si le rasoir est abîmé, et que je me rase, qu'après je me regarde dans la glace et que voilà, parce que parfois il faut voir comment je suis dans un état, je me reconnais pas, je me dis. Angoissé. Voilà, alors voilà, exactement, ça percute sur le stress. Si vraiment j'ai passé une bonne journée et que je suis pas stressé, le rasage se percute bien sûr, se fait voir. Ou si vraiment là je passe des moments assez, donc avec le décès de mon père, suite au décès de mon père. Voilà, là, ça a été les coupures, j'ai assisté, tout ça. Alors là, par exemple, pour venir nous voir aujourd'hui, vous avez dû être stressé? Ah oh, non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Moi que maman, en tout cas. Ah bon, c'est vrai? Ah oui, non, j'étais très... Oui. Vous avez une fonction anti-trouble obsessionnel, Sophie, je pense. Ce qu'il y a, c'est pour le rasage, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que, par exemple, lorsqu'il passe son rasoir, il faut qu'il passe 10 fois. 10 fois sur chaque... donc son rasage dure très longtemps. Et pour moi, la façon dont il se rase, c'est, comment vous dire... c'est un indicateur. Je sais s'il va bien ou s'il a... C'est-à-dire, en général, plus quand vous rasez très longtemps, c'est que vous n'allez pas bien du tout. Oui. Ou soit quand je suis coupé et puis tout ça, là, c'est vraiment... oui. Et l'alimentation? Alors l'alimentation... c'est soit je mange pas, ou soit je mange... là, je suis dans un centre où là, on apprend à manger vraiment des portions, on apprend à partager. Donc là, ça va mieux. Ce qui m'a permis de perdre un petit peu de poids, mais quand vraiment je suis... Parce que vous, votre truc, c'est de ne pas mélanger les aliments. Voilà, exactement. C'était avant la salade, la purée, les épinards. Voilà, il ne fallait pas mélanger, il ne fallait pas mettre les épinards avec la purée. Voilà. Il fallait vraiment que ça soit séparé. Et ensuite, ce qui caractérise aussi le... En gros, c'est le sucré. Le sucré, ça, quand vraiment j'ai une pulsion, que voilà, maintenant, c'est plus acharnement sur les poignets, sur le rasage, tout ça, c'est le sucre. Donc là, je mange, maintenant, je me suis calmé, mais ça allait à manger, je ne sais pas combien de paquets de bonbons dans la journée, quoi, à finir le paquet. Dont la nuit, même parfois, je me réveillais pour manger du sucré. Donc ça, voilà. Alors vous dites que ça s'est calmé aujourd'hui. Comment ça s'est calmé? Vous avez... Peut-être où je suis. On en parle beaucoup avec maman. Je suis... je suis bien dans ma peau, je suis très bien dans le centre où je suis très bien. Vous avez un traitement médical? Oui, bien sûr. Oui, j'ai un traitement lourd. Des anxiolytiques? C'est des... Alors, il a des antidépresseurs, des anxiolytiques, mais à forte dose, quoi. Donc, il a un traitement lourd. Et je suppose qu'il y a quand même des gens qui parlent... Enfin, vous avez un suivi
psychothérapie. Ah oui. Tous les mois, docteur, accompagnement. il est suivi par un psychiatre depuis son plus jeune Oui, âge. Hein. voilà. Avant, c'était le Voilà. pédopsychiatre et maintenant, c'est le psychiatre. Voilà. Bon, j'ai suivi. Vraiment, le suivi, c'est capital. Ah oui, oui, bien c'est sûr. Oui, il me connaît par obligé, cœur et docteur. quand ça va pas, même parfois, je lui écris et puis. Vous lui envoyez des mails? Ah oui, oui, bien sûr, et il me répond par la suite, hein, dès que possible. Le plus vite possible, même, je peux dire, parce que c'est un médecin qui me suit énormément. Mais c'est super. C'est bien. Pour moi, c'est très bien, oui. Vous vous sentez encore exclu aujourd'hui? Non, dans le centre où je suis, pas du tout. Au contraire, j'ai retrouvé ma voix. Et ce qui m'a fait comprendre. Votre voix? C'est mon surpoids, voilà, oui. Bah, aujourd'hui, si oui, j'arrive à vous parler comme ça. Votre voix c'est- VOX ou VOIE? Non, VOX, ma voix, façon de parler, d'aller vers les autres. Quand même, vous êtes super vif, quand même, je trouve, moi. Hein. Disons Donc, que Et, grâce, voilà, oui, grâce grâce aussi, au voilà, centre, oui, voilà, au oui. centre. Il a enfin C'est trouvé parce que vous, vous savez, êtes pensionnaire là-bas? Non, non, non. C'est un centre d'accueil temporaire, un centre journalier en fait. Donc voilà quoi, c'est oui. Et c'est pas trop compliqué de vivre avec sa maman à votre âge? Non, heureusement que je l'ai. Voilà, oui, non, non, c'est plutôt un soulagement parce que là, je me dis que si vraiment j'étais livré à moi-même, là, ça aurait été, oui, j'aurais pas eu toutes les aides, voilà. Norbert, ça doit vous inquiéter, cette idée-là? Oh, je m'inquiète beaucoup, oui. C'est malheureusement quand les intervenants qui s'occupent soit de la justice, soit des services sociaux, qui gèrent Maëva et sa maman, me disent souvent, vous en parlez de trop, vous en faites de trop. Non, on n'en fait jamais de trop. Jamais. Les émissions comme les vôtres, comme d'autres émissions qu'on a pu faire, il faut absolument alerter, c'est primordial. Mais ce que je vois au jour d'aujourd'hui pour Maëva, c'est que ce sont des enfants qui ont toujours besoin d'être accompagnés. Parce que ce qu'on réalise quand même, c'est qu'en dehors de ce que ça vous coûte au quotidien, à vous, dans votre vie, à celle de votre maman, ce que ça coûte à la société quand même de boire quelques verres d'alcool dont on pourrait se passer, toutes ces prises en charge, remboursées, certaines remboursées par la sécurité sociale, c'est incroyable, c'est une dépendance à vie. Les médecins vont être trop gentils. La réponse d'un papa qui a vécu, grâce avec notre association Vivre avec le SAF, c'est quelque chose où est-ce que je salue au passage nos dirigeants, nos mamans qui sont super. Catherine et puis Stéphanie Toutain ont écrit un livre de témoignages. Véronique Faudou-Sorizé, la vice-présidente, a écrit un autre livre, Maya, avec des exemples, avec des choses qui sont parlants. C'est-à-dire que c'est des témoignages du vécu. C'est pas un médecin qui peut vous dire ça. C'est des parents qui vivent une histoire. Grâce à ça, moi, au jour d'aujourd'hui, Ouna, coucou, j'ai une petite jeune fille de 15 ans qui a eu un jour les 8 ans de Maëva, qui a eu un jour les 4 ans et ainsi de suite. On sait déjà comment ça va se passer. Voilà, c'est ça qui est terrible. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'atténuer. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'écriture, pour le livre, il y a des paliers qui se déclenchent. Bon, ça veut dire qu'à l'école, ils ont bien travaillé, l'orthophoniste a bien travaillé, la psychologue a bien travaillé. À la maison, Maëva a bien voulu travailler parce qu'il faut aussi du retard. Ça veut dire que quand elle est disposée, elle est demandeuse, elle veut apprendre, elle veut écrire, elle veut faire quelque chose. Bon, alors après, c'est que ce qui me fait peur, c'est la partie médicamenteuse. Maëva, pour dormir, elle a besoin de beaucoup dormir parce que c'est une boule de nerfs. Et pour éviter qu'elle soit en opposition à l'école, à la maison, il faut absolument qu'elle travaille. Moi, j'ai tout basé sur le sport, la coordination des mouvements. J'ai pas trouvé mieux que de faire du vélo. Et c'est parfait. Et la natation aussi. Alors, ça a commencé à 3 ans, jusqu'à 5 ans. Et à partir de là, à 5 ans, c'était fini. Freiner, pédaler, les portières qui s'ouvrent, les trous sur la route, parce que c'était tout de suite pas en compétition, mais presque. C'est-à-dire qu'il valait mieux tout de suite sortir le grand jeu. Casquer, bien sûr. Pas beaucoup de chutes, beaucoup d'attention, très nerveuse. Puis elle est fière. Elle fait de la gym, elle fait de la piscine. Donc... Alors ça, c'est les sports. Et la prise en charge au quotidien, c'est quoi? Alors, la prise en charge, on l'a dit, vous allez voir, il va falloir un accompagnement quasiment sur toute la vie de ces enfants. Mais la prise en charge commence par un diagnostic médical approfondi. Il va falloir évaluer l'étendue des troubles, l'étendue des lésions en fait, l'étendue des troubles, et à partir de là, proposer quelque chose... Ça se voit avec une imagerie médicale, ça, ou c'est que de l'évaluation psychologique? Par un examen neuropédiatrique, en fait. Et des apprentissages scolaires, parce que ce qui va faire le pronostic de ces enfants, de ces adultes futurs, c'est justement cette acquisition progressive du bagage scolaire dont il va avoir besoin toute sa vie pour acquérir un métier.
Donc, première chose, diagnostic. Donc c'est envisageable en fonction des C'est degrés. envisageable, même si on va plutôt vers des métiers artistiques, des métiers manuels, des métiers concrets. Dans la majorité des cas, pas tous, mais on va plutôt vers ce type de métier. Mais ces métiers ont une place dans notre société. Vous voulez faire quoi, vous? Donc moi, en centre, par contre, voilà, c'est tout à fait, oui. C'est moi la mosaïque. Par contre, la mosaïque où il faut vraiment un temps de concentration, pas plus d'1 heure. Parce que après, il faut que ça soit voilà, vraiment réduit. Mais la mosaïque, c'est difficile, non? Pour moi, oui. Ouais. Voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça soit. Voilà, je suis un petit peu comme Maïva. Donc, en fait, vous ne pouvez pas en faire votre métier de la mosaïque. Non, mais c'est question que. Des activités que vous faites. Des activités, voilà. Est-ce que vous pensez à un métier? Comment vous voyez votre avenir? Voilà, c'est très dur à. Ouais. Oui, mais là, avec le handicap dont j'ai, oui, c'est très dur de se dire, voilà, demain je veux être pompier ou je veux être fermier. Non, on ne peut pas. Ce qu'il y a, Sophie, c'est que, vous savez, on a tout essayé pour Guy Jonathan. C'est-à-dire que du fait qu'il était titulaire d'un CAP, et on un l'a CAP fait de quoi? De Maintenant, nettoyage. Donc il est rentré dans une entreprise de nettoyage, mais il ne travaillait que 2 heures par jour et même... Il avait un contrat de 6 mois qui n'a pas été renouvelé parce qu'il était trop lent, Guy Jonathan. Voilà. Après, on a réussi à ce qu'il entre en ESAT. ESAT, c'est-à-dire en milieu protégé, travail protégé. Les ateliers protégés. Voilà, les ateliers protégés. Et bien même là, du fait qu'il est très très fatigable depuis qu'il est petit, il ne pouvait y aller que le matin. Mais ça n'a pas marché non plus parce que ça devenait déjà trop compliqué pour lui. Donc maintenant, il est en AOT, c'est-à-dire en activité, vous savez, thérapeutique journalière. Mais ce qu'il y a, c'est que là, au début, il avait du mal parce que en effet, physiquement, il a l'air d'être comme tout le monde et il est parmi des enfants, enfin des jeunes qui sont vraiment physiquement, ça se voit très fort. Donc, mais il a compris, là, Guy Jonathan, que sa place était vraiment là-bas parce que son handicap était dans sa tête. Donc, il sait que il devra toujours être guidé. Il doit toujours être guidé. Il ne sera jamais envisagé de vivre seul. Non, la solitude, voilà, avec maman ça va, mais je veux dire la solitude, non, je pense qu'avec tout ce que j'ai eu, on a du mal. Moi, j'ai beaucoup de mal, oui. Mais vous allez rencontrer une fille bientôt. Je le souhaite. J'aimerais bien. Voilà, vous savez, oui, pour moi, mais c'est juste pas bien. Pour, voilà, c'est juste question d'une fille qui puisse me comprendre et puis voilà, voilà, oui, surtout, et puis vous aimeriez fonder une famille, avoir des enfants? Non, pas d'enfants, non. Ah bon? Non, avec le handicap que j'ai, j'adore les enfants. J'ai eu Maïva tout à l'heure, qui est venue vers moi, qui est une fille très gentille et tout. C'est, voilà, on sait déjà, voilà, c'est comme si c'était je l'ai accepté comme si c'était ma petite sœur, c'est, voilà. Mais parce que nous, on se comprend, c'est ce que je disais tout à l'heure, je lui ai parlé de moi, elle m'a parlé d'elle, elle m'a posé des questions vachement... je m'attendais pas à ça, vraiment. Et voilà, donc nous, voilà, c'est pour ça que... Mais dans le contexte d'art des enfants, non, je préfère pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je préfère pas. Donc on parlait de cette prise en charge, donc c'est en fonction du... Oui, alors je dirais qu'il y a 2 pistes à suivre. D'une part, une piste au niveau scolaire. Au niveau scolaire, la plupart du temps, ces enfants ne vont pas pouvoir poursuivre des études tard, mais surtout vont déjà être en difficulté dès le CP. Donc, très souvent, ils vont être orientés vers ce qu'on appelle l'enseignement spécialisé. L'enseignement, alors soit l'enseignement adapté, soit les CLIS. Alors, je vais vous envoyer tout un tas de sigles épouvantables, mais je les cite quand même parce que c'est important. Alors, ce qu'on appelle les CLIS sont les classes d'inclusion scolaire. Ce sont des classes à petit effectif avec un enseignant spécialisé et il en existe pour, par ailleurs, les enfants ayant des déficits visuels auditifs, mais aussi pour des enfants qui ont une petite déficience intellectuelle, qui ont un handicap. Voilà. Donc, classe à petit effectif. Il y a des dans les camps. Alors, ça, c'est la scolarité, parce qu'ils vont à l'école, ces enfants. Et là, dans ces classes, ils vont aussi être aidés par ce qu'on appelle une AVS. Je vous renvoie un autre sigle. Auxiliaire de vie scolaire. Absolument, auxiliaire de vie scolaire qui va être là comme en accompagnement, comme un deuxième cerveau pour aider cet enfant à suivre sa scolarité. Ça, c'est la première piste. Et puis ensuite, on va vers des diplômes
type CAP, effectivement, certificat d'aptitude professionnelle, dans différents métiers, l'horticulture, la coiffure, enfin, on peut faire beaucoup de choses. Par ailleurs, la deuxième piste, c'est une prise en charge dans le médico-social, c'est-à-dire les CAMSP, les fameux centres d'action médico-sociale précoce, et après l'âge de 6 ans en CMP, centre médico-psychologique ou centre médico-psychopédagogique, bon, avec des équipes de psychomotriciennes, orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes, etc., qui vont apprendre à l'enfant à coordonner ses mouvements, coordonner son intelligence, sa façon de voir les choses, petit à petit retrouver, remettre de l'ordre dans sa tête, je dirais, et puis dans ses gestes, dans sa façon d'appréhender la vie. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est un petit peu ce que je ressens actuellement. Oui, voilà. Ça m'a beaucoup joué, ça joue encore, parce que je pense que j'ai pris beaucoup confiance en moi où je suis, dans le centre où je suis. Vous ressentez quoi, que votre tête est mieux rangée? Oui, par rapport à avant, c'était du désordre. Oui, non, mais c'est vrai que je me sens mieux, et c'est vrai que je suis fier de me lever le matin, c'est comme je dis à mes collègues, je leur dis tous les jours, et puis d'avoir un sourire, voilà. Et c'est vrai que moi, mon handicap est caché, mais je le fais partager à d'autres, voilà. Et je le dis, voilà. C'est ce que j'essaie de faire partager voilà, avec mes collègues. Voilà. Il y a eu des applaudissements comme ça. Pour l'encourager. Hein, merci beaucoup. Comment vous les prenez, ces applaudissements? Ça me touche. Norbert, vous tenez à ce que votre fille garde un contact avec sa maman biologique? Oui. C'est-à-dire, elle la voit régulièrement? Elle la voit malheureusement en visite médiatisée, c'est-à-dire c'est une visite d'1 heure avec une éducatrice dans un bureau ou dans un contexte, un restaurant, une restauration rapide, parce qu'il faut que l'enfant soit quand même en sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je trouve que c'est bien. Puis pour Maëva, je l'ai vue tout à l'heure épanouie. Quand elle m'a vu, tout de suite, elle m'a donné la main. Tout ça, on voit que c'est une fille qui... J'ai mal au cœur pour elle, parce que je me dis, mais vous voyez, je ne la mets pas de côté, parce que je pense que dans l'association Vivre avec le SAF, dont j'ai pris connaissance, Pourquoi vous avez mal au cœur pour elle? De la voir comme ça. Parce que je me dis, c'est une fille qui aurait tellement... Mais elle comprend. Tout à l'heure, on a parlé ensemble, elle sait tenir une discussion. Non, c'est vrai. C'est des enfants qui se reconnaissent entre eux, il n'y a pas d'âge. On se comprend entre nous. C'est ça qui... Même dans mon centre où je suis, il y a même des... J'ai une personne dont je ne vais pas citer le nom, mais qui me voit que moi. S'il me regarde comme ça, et puis pour savoir s'il doit manger, il me regarde. Et il faut que je lui lance un regard comme ça pour qu'il puisse manger. Donc je pense que aussi les yeux, le regard, et rien que le regard, ce qui s'est passé avec Maëva tout à l'heure, quand elle m'a vu, j'ai même pas eu besoin de me présenter, tout de suite elle m'a accepté. Donc on se comprend. C'est ce qui fait que voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même ce que je vais faire partir aujourd'hui, c'est que même un verre de bière, surtout il faut insister sur ça, même un verre de bière, c'est zéro alcool. Surtout c'est zéro alcool. Zéro alcool. Je suis d'accord avec Guy Jonathan. C'est vraiment zéro alcool. Zéro alcool. Pendant la grossesse. Surtout assister à ça, voilà. Voilà, je pense que le message est bien passé. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir et bravo. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes un gars super. Merci. Merci beaucoup. Merci également à nos 2 experts. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue, placé sous le signe de la mixité. Nous retrouvons 2 couples qui nous avaient marqués, Magali et Serge, ainsi que Nicolas et Seiko. Ils se préparent en coulisses. A tout de suite, merci. On s'embrasse, hein? Tout de suite, dans l'Histoire continue, nous retrouverons Magali et Serge, dont l'histoire nous avait marqué. Nos différences, on arrive à en faire des richesses parce qu'on se les partage. C'est une autre culture et il faut l'accepter aussi un petit peu. Depuis l'émission, il y a du nouveau dans leur vie. Je me retrouve avec 6 enfants. Il va falloir que chacun prenne sa place dans la maison. Sur notre plateau, ils retrouveront Nicolas qu'ils avaient rencontré en venant à Toute une histoire. Vous étiez avec Seiko, pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui d'ailleurs? Elle n'est pas là car elle est au Japon actuellement, à côté de Tokyo. Nicolas partagera avec nous ses doutes et ses interrogations. C'est difficile, beaucoup d'allers-retours au Japon. A tout de suite dans l'Histoire continue.
Vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps? 3 ans et demi. C'était le coup de foudre. Il m'a demandé si j'acceptais de faire un petit bout de chemin avec lui. L'amour est toujours présent dans la vie d'un couple. Quand on est amoureux, il faut faire vite. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Bon, on a quand même 58 ans de mariage. Alors, l'amour après 60 ans, ça ressemble à quoi? Entre le moment où on s'est connus et où on s'est mariés, on a fait les choses le plus vite possible. Parce qu'on avait tellement envie de vivre forcément ensemble. Vu sa tête, elle m'a attiré, si vous voulez. Ouais. Ensuite, je l'ai invité à danser. J'ai besoin d'amour, et ça, je ne peux pas m'empêcher de le faire sentir. Le soir, je suis restée dormir. Enfin, le soir, vous aviez préparé la chambre d'amis. Non, parce qu'il faut bien comprendre. Hein. Pour lui éviter de faire 40 km aller chez elle dans le noir, je lui ai proposé, si vous voulez Bien rester. sûr. Ah ouais. Voilà. Je comprends. À très vite pour une bonne dose de roucoulade et de bonne humeur.